Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Dans un contexte de crise économique, le Cameroun table sur un budget 2018 évalué à 4 513 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 140 milliards. Et pour mobiliser ces recettes, le gouvernement mise sur une politique fiscale qui doit être évaluée lors de la session parlementaire de la fin de l'année 2017. Mais des inquiétudes se dessinent déjà sur les visages des opérateurs économiques au sujet d'une plus grande pression fiscale en 2018, mais aussi sur la stratégie de mobilisation des recettes fiscales au Cameroun pour le compte de l'année 2018 et pour analyser et décrypter ce projet de loi de finances 2018 qui doit être examiné au Parlement camerounais. Je reçois sur ce plateau un expert en fiscalité, Pierre Alaka, bonsoir. Bonsoir Cédric Nofélé, merci de m'avoir invité. Je précise que vous êtes à la tête d'un cabinet conseil fiscal, vous enseignez dans plusieurs universités et vous venez de publier 2 ouvrages aux éditions universitaires européennes. L'un qui porte sur les procédures de contrôle en matière fiscale dans l'espace OHADA et un autre sur l'administration et le recouvrement de l'impôt au Cameroun. Et c'est justement cette question centrale qui constitue l'architecture de cette émission. D'abord, en des mots simples, comment s'élabore un budget et une loi de finances dans un pays comme le Cameroun? Merci. Vous savez, le budget qui est contenu dans la loi de finances dans un pays de droit se fait chaque année. Il est l'expression de 2 choses, la rentabilité et la solidarité. La rentabilité, c'est les mesures fiscales à mettre en œuvre pour que l'impôt soit productif. Et la solidarité, c'est le retour que l'État fait aux populations en vue de se sentir concernées par rapport à leur bien-être. Et donc, c'est pour ça que chaque année, le gouvernement fait une loi de finances pour répondre à ces 2 vœux. Donc, comment s'élabore une loi de finances? La loi de finances prend à peu près l'essentiel du temps des administrations pendant au moins 6 mois. Elle commence par une lettre circulaire qui est en réalité une lettre de cadrage du président de la République qui indique les voies et les moyens, les priorités, les aspects qui lui permettent, lui, président de la République, de mener le pays, d'avoir des ressources et de dépenser cet argent en vertu du fondement de la solidarité. Donc, dès que le président de la République a signé la lettre de cadrage, le ministre des Finances et le ministre du Plan, chacun en ce qui le concerne, du plan et de l'aménagement du territoire, je crois que c'est... Ministre de l'économie. De l'économie, voilà. Les 2 se mettent au travail. L'un s'occupe du budget d'investissement, qui aujourd'hui s'appelle budget programme, même si on n'est pas encore arrivé à ça. C'est la partie budget général, d'une part, et l'autre s'occupe beaucoup plus des mesures nouvelles en matière fiscale et douanière pour pouvoir trouver la rentabilité de l'impôt, c'est-à-dire les recettes qui vont financer. Ça ne veut pas dire que le ministre des Finances aussi ne s'occupe pas, avec la direction générale du budget, des questions de dépenses de fonctionnement. Justement, donc, voilà. On va donc s'arrêter principalement sur cette recette fiscale que le gouvernement compte mobiliser pour l'année 2018. D'abord, sur le chapitre consacré aux revenus pétroliers, il y a une baisse de 108 milliards de francs CFA prévue dans la loi de finances 2018. On quitte de 495 milliards de francs CFA de revenus pétroliers en 2017 à 387 milliards de francs CFA en 2018. La conjoncture internationale est-elle en train de frapper de plein fouet les caisses de l'État du Cameroun? Bien sûr, ça se justifie. En matière pétrolière, il faut que les gens sachent que quand le brut augmente au marché international, le prix du baril du brut augmente au marché international, les chiffres d'affaires des entreprises pétrolières augmentent également. Lorsque le brut baisse, le baril baisse dans le marché international, comme c'est le cas en ce moment, naturellement, il y a une baisse conséquente des chiffres d'affaires et donc des impôts assis sur le chiffre d'affaires et autres impôts assis sur la transformation du chiffre d'affaires. Naturellement, donc, on peut constater que le Cameroun, comme tous les pays qui ont misé une partie de leur développement ou tout
partie de leur développement en matière pétrolière ont vu leurs recettes baisser, notamment les recettes fiscales. C'est un effet boule de neige, si vous voulez. Ah, justement, restons dans ce secteur pétrolier où il y a de nouvelles dispositions qui ont été introduites dans ce projet de loi de finances concernant à la fois la douane et les marketeurs qui opèrent dans le secteur pétrolier. Quels sont les faits marquants qui aiguisent votre curiosité? Alors, il y a une curiosité extrêmement vicieuse qui consiste à donner aux marketeurs, à partir de 2018, le recouvrement des droits de douane qui étaient dévolus à la SONARA et d'autres droits et taxes. Pas autres droits et taxes, il faut entendre la TSPP et la TVA. Or, si une telle mesure passe, alors les recettes issues du pétrole vont encore baisser drastiquement. Pour quelle raison je vais vous dire pourquoi, vous êtes aussi inquiet de cette nouvelle configuration dans la collecte des taxes douanières sur le pétrole au Cameroun? Je ne suis pas le seul à être inquiet. Il y a quelqu'un d'autre qui est spécialisé dans les questions de fiscalité pétrolière, Dr Albert Léonard Dikoumé, qui par ailleurs est conseiller technique à la SONARA, qui a fait une note acquis de droit pour relever les imperfections d'une telle mesure. Quelles sont ces imperfections? Alors, on transforme la SONARA en entrepôt de transformation. La SONARA devient, avec cette mesure, un entrepôt de transformation. Or, dans le code des douanes, le code général des douanes, que ce soit de la CEMAC ou de l'intérieur, il n'y a pas un régime comme celui-là. C'est la première chose. La deuxième chose, après une étude faite en 2015 qui avait réuni les différents opérateurs du secteur pétrolier, on avait convenu que seuls les droits de douane pourraient être recouvrés par les marketeurs et logés dans un compte spécial parce que la SONARA, qui avait des problèmes de liquidité, ne les reversait pas toujours et à temps au trésor public. Est-ce que ces dispositions-là, durant ces négociations en 2015, ont été respectées dans cette nouvelle loi de finances 2018? Non, pas du tout. Elles auraient dû être prises en compte depuis 2016. Ça n'a pas été. En 2017, ça ne l'a pas été. Maintenant, on prend en compte en 2018 de manière vicieuse. Puisqu'on va donner aux marketeurs, les marketeurs, c'est ces gens qui nous vendent le pétrole à la pompe et le carburant à la pompe. On va donner le soin aux marketeurs, non seulement de recouvrer les droits de douane, mais aussi de recouvrer la TVA sur droits de douane et la TSPP. Or, vous savez que ces deux derniers impôts, en l'espèce, le premier, la TVA, n'obéit pas au principe des déductions taxe sur taxe. Et là, les marketeurs vont certainement sauter dessus pour déduire cette TVA, ce qui va entraîner à ce niveau-là des crédits énormes de TVA que le Trésor public ne pourra pas supporter. Donc, ça sera des pertes en matière de TVA. Deuxièmement, au niveau de la TSPP, il faut payer la TSPP lorsqu'on met le produit à la consommation. Alors, il faudrait bien sûr expliquer la TSPP au commun taxe sur les produits téléspectateurs qui nous écoutent. Oui, c'est la taxe sur les produits pétroliers. Alors, justement, quel est le danger que présente ce nouveau mécanisme de collecte de cette taxe par rapport aux marketeurs, à la SONARA et bien sûr l'administration douanière? La SONARA, elle est neutre là-dedans, parce qu'elle recouvrait et reversait, ce n'était pas ses impôts. Maintenant, on va donner aux marketeurs. Le danger, c'est que maintenant, les marketeurs ne respectent pas la loi et déduisent la TVA. Les marketeurs qui vont déduire également la TSPP à l'importation et la TSPP aux ventes risquent d'engendrer un flou là-dedans que l'administration fiscale ne pourra pas relever. Donc, tout ce qui est à conseiller, c'est que seuls les droits de douane soient recouvrés par les marketeurs et logés immédiatement dans un compte spécial qui de là doit aller au trésor public. Y aura-t-il des risques sur le prix final à la pompe du carburant? Mais il peut y avoir des risques dans la mesure où les marketeurs sont l'alpha et l'oméga du processus de fixation désormais des prix du carburant. Or, le prix du carburant est fait sur la base d'une structure des prix de carburant. Au titre de cette structure, les impôts tels que les droits de douane qui accompagnent le pétrole raffiné sorti SONARA s'additionnent avec la taxe sur les produits pétroliers et la TVA sur droits de douane. Et c'est à partir de là que l'État intervient pour supporter une partie, et en ce moment, on ajoute les autres agrégats pour trouver le prix du carburant. Maintenant, comment ça va se passer? Puisqu'on nous dit que les marketeurs peuvent sortir
le pétrole raffiné sans payer les droits de douane à condition d'en donner les garanties. Pourquoi est-ce qu'on avait donné cette possibilité à la Sonara hier? Voilà donc comment cette loi est vicieuse. Elle déforme l'esprit de 2015, du comité de 2015, et aujourd'hui, on est en train de donner un gâteau fiscal aux marketeurs. Continuons cette lecture de la stratégie de mobilisation des recettes fiscales pour l'année 2018. Il y a de nouveaux droits d'assises introduits sur certains produits, notamment l'importation, la fabrication locale du vin, les jeux de hasard et de divertissement également. Comment d'abord fonctionnent ces droits d'assises dont les Camerounais ont entendu parler depuis quelques années, d'abord avec les produits, des produits avec les boissons principalement? Les droits d'assises, c'est une taxe sur la richesse, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on dit les riches, les gens qui consomment les produits de luxe, vont payer plus cher ces produits et l'État va trouver là un moyen d'avoir de l'argent. Pourquoi ces produits sont taxés? Parce que soit c'est des produits de luxe, soit c'est des produits nocifs à la santé et on les vend plus cher pour décourager leur consommation ou leur utilisation. Voilà le principe. C'est le cas lorsqu'on achète des vieilles voitures, des grosses voitures vieilles cylindrées, etc., les alcools, le tabac et bien d'autres choses. C'est donc une taxe sur la valeur. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est une taxe ad valorem. Elle a un certain nombre de taux, on est dans la technique fiscale, ce n'est pas important pour les contribuables. Sauf qu'elle s'ajoute au prix et à ce prix, on y met la TVA. Justement, voilà. Il faut préciser que pour les vins, 300 francs CFA de droits d'assises doivent être instaurés sur les vins de 75 centilitres de gamme dite inférieure importée et 120 francs CFA par litre pour les vins produits localement. Ce sont les nouveaux droits d'assises tels que prévus dans le projet de loi de finances 2018. Oui. Et comment réagissez-vous face à ces nouveaux droits d'assises sur les produits qui sont faits sur le plan local, alors que l'on veut promouvoir une industrie dans l'agroalimentaire? J'ai rien à dire parce que ça relève là de l'élargissement de l'assiette fiscale, que je partage d'ailleurs, parce que tout le monde doit payer ses impôts. Si l'État doit vivre, l'État a besoin des impôts. Et le principe d'égalité de tous devant les charges publiques nous amène à penser que chacun doit contribuer en fonction de ses facultés contributives. C'est-à-dire, si vous avez 100 francs, vous payez vos impôts sur 100 francs. Si moi j'ai 200, je paie mes impôts sur 200. Voilà ce que ça veut dire. Donc, si l'État met en place des politiques d'élargissement de l'assiette fiscale, et surtout dans le cas des droits d'assises, je partage ce point de vue, parce que les droits d'assises, je l'ai dit et je répète, viennent ralentir la consommation des produits nocifs, viennent sanctionner les riches qui fument des cigares, qui ont des grosses barres, qui portent des gros bijoux. C'est ça. Et l'État dit, ok, vous avez beaucoup d'argent, nous aussi on va prélever. Là, j'ai rien à dire. Il faut aller plus loin parce qu'il y a encore d'autres niches où on pourrait encore mettre des droits d'assises. Alors, une nouvelle niche sur laquelle le gouvernement compte mobiliser désormais davantage des recettes, c'est la taxe sur la propriété foncière qui, au titre de l'année fiscale 2018, est désormais exigible lors du règlement des factures d'électricité. Ce n'est pas encore officiel, il faut le préciser, c'est inscrit dans le projet de loi de finances 2018 qui doit être examiné au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Comment vous appréciez cette nouvelle modalité d'imposition, facture d'électricité, taxe sur la propriété foncière? Pendant longtemps, et la taxe foncière n'a pas été payée dans notre pays. Et moi, j'étais parmi les premiers à dire que c'est un impôt local qui peut développer une commune comme celle de Douala 5e sans autre taxe. Et je connais tout le Cameroun, je ne connais pas une commune, un arrondissement comme Douala 5e en matière de biens meubles et immeubles de qualité. Surtout que cette taxe est basée sur la valeur de l'immeuble, la valeur du terrain et la valeur du non bâti et la valeur du bâti. Donc c'est une très bonne chose qu'on impose la taxe foncière. En revanche, demander à Eneo, à la société d'électricité, de retenir, de recouvrer cette taxe, est une prescription négative. Et pour quelle raison, pour vous, la stratégie du gouvernement d'utiliser les factures d'électricité et l'entreprise nationale d'électricité pour pouvoir
recouvrer davantage cette taxe foncière est-elle négative? Je précise que ce n'est plus une entreprise nationale. C'est le premier danger. Vous savez qu'on est parti de AES avec Actis qui détient la majorité voilà, et des actions, et d'Actis à Eneos, d'investissement britannique. Pratiquement sans transition. Voilà le premier danger. Est-ce que ces sommes ne seraient pas volatiles? Bon. Le deuxième danger est technique. Eneos dispose-t-il des moyens pour évaluer la valeur des immeubles au fin de les imposer, parce que c'est 0,1% de la valeur du bâti et du non-bâti. Eneos n'a pas ces moyens. Et puis il y a des locataires. Comment Eneos va faire la différence entre les locataires et les propriétaires? La loi des finances nous dit, le projet de loi de finances nous dit, ceux qui seraient locataires devraient le justifier par un contrat de bail, par un contrat de bail enregistré. Et là, c'est très bien. Je crois que c'était l'objectif recherché, parce que maintenant, il n'y aura plus de locataires informels. Tout locataire va être un locataire formel, parce qu'il aurait enregistré son bail, ce qui le protège d'ailleurs, et puis on pourrait retrouver le propriétaire pour en récolter auprès de lui l'impôt sur le revenu foncier. Là, je n'ai rien à dire. Mais ceci peut aussi s'obtenir autrement, parce qu'avec la compagnie, je dirais, internationale d'électricité basée chez nous, même si elle nous appartenait hier, il va être difficile, parce que le contentieux qui va naître va plomber cette mesure. Et je précise que cette mesure a été instruite par le FMI, et je voudrais profiter de votre tribune pour dire qu'un État normal ne doit pas suivre les prescriptions du FMI à la lettre, parce que tous les États qui ont suivi les prescriptions du FMI à la lettre se sont trouvés dans l'eau. L'expression est simple, il ne faut pas la relativiser, autrement que ça. Et donc, on aurait pu, de mon point de vue, si on veut vraiment recouvrer la taxe foncière, c'est très facile. On aurait pu, première chose, informatiser le titre foncier, ce qui va nous permettre de savoir qui a quoi. Et dans le site du ministère des Domaines et des Affaires foncières, on peut savoir qui a quoi au Cameroun en matière foncière. Première chose, ça, les hiérarques de Yaoundé n'en veulent pas, parce que c'est eux qui ont presque tout. Première chose. Deuxième chose, quand on a informatisé le titre foncier, on le rend disponible, comme je l'ai dit. Et après qu'on l'ait rendu disponible, on met en place le cadastre fiscal. Regardez nos routes, nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas les noms des rues, nous n'avons pas les numéros de maison. Nous n'avons rien du tout. Ce n'est pas gratuit. On ne voudrait pas qu'on sache il y a quoi, Cédric. Justement, est-ce que ce n'est pas le choix du fichier de Eneos, l'entreprise d'électricité, ne vise pas justement à avoir tous ces contribuables qui payent leur facture d'électricité et profiter de là pour pouvoir obtenir davantage, mieux mobiliser cette taxe sur la propriété foncière? Oui, sauf qu'on ne nous a pas dit comment on va distinguer a priori le bailleur du locataire. Tout le monde qui a une maison n'est pas propriétaire. Et là, on prévoit l'identification par le contentieux. On dit Eneos devra rembourser. Comment donc l'administration fiscale va mettre en place le dispositif de contrôle de sa taxe foncière? Dans ce cadre-là, ça va être difficile. Très poser le problème de l'applicabilité de cette nouvelle modalité d'imposition de la taxe foncière? Cette modalité d'imposition sera essentiellement précaire. Elle va permettre les 2 premières années à recouvrer quelques taxes, mais après, elle va s'essouffler parce qu'il y aura tellement de contentieux, il y aura tellement de dysfonctionnements qu'après l'administration fiscale devrait encore une fois de plus, sauf que plus tard, me suivre. Parce qu'ils m'ont toujours suivi, mais toujours après. Et ils suivent toujours mal. Parce que dans notre pays, personne ne veut accepter qu'il a des limites. Moi, parlez-moi des questions de constitutionnalité ou d'administrativité, je vais vous dire, c'est pas mon dada. Alors, vous parlez justement de contentieux fiscal. Et sur cette question, il y a de nouvelles dispositions qui ont été introduites dans ce projet de loi de finances et qui commencent déjà à inquiéter les contribuables dans surtout le milieu des affaires. Quelles sont ces inquiétudes? Quels sont les points qui suscitent le plus d'inquiétudes selon vous? Alors, il y en a beaucoup que je peux regrouper en 3 parties. La première partie, c'est l'inertie
tant décrié par le président de la République, qui se retrouve dans ce projet de loi de Comment finances. se matérialise cette inertie? Et avant de dire comment se matérialise cette inertie, il y a l'inertie, il y a les droits du contribuable, et enfin il y a les caisses de l'État qui vont être fragilisées si jamais ces mesures ne sont pas revues. Si ça passe en l'État, il y a de fortes chances que ces trois secteurs que je viens d'indiquer, ces trois acteurs que je viens d'indiquer, rencontrent des difficultés. Alors, vous me demandez comment se manifeste l'inertie. Là, je suis obligé de me référer à la loi. L'inertie, d'abord au niveau du sursis de paiement. L'article S124, bien sûr, il y a d'abord les anciennes dispositions, il y en a beaucoup qui mettent l'inertie et qui posent les problèmes d'inertie. On dit le sursis de paiement cesse d'avoir effet à compter de la date de notification de la décision de l'administration ou du terme du délai imparti à celle-ci pour rendre sa décision. Ça veut dire que l'administration fiscale, vous faites un contentieux, une réclamation préalable ou un recours gracieux préalable auprès du ministre, le ministre n'est pas obligé de répondre. Et vous, si le ministre a 2 mois pour répondre, après ces 2 mois, le lendemain, on vient sceller vos bureaux, votre entreprise et tout et tout. Voilà les premières conséquences, la première inertie. Ça, c'est l'article L121. Maintenant, le L124 revient dessus. Et pour dire, en cas de silence du ministre des Finances, au terme du délai de 2 mois, le contribuable peut saisir d'office au tribunal administratif du centre des impôts de rattachement. On saisit le tribunal administratif d'une requête tendant à annuler un acte, l'acte du ministre qui ne donne pas satisfaction au contribuable. Mais comment on va saisir le juge sur le silence du ministre? Qu'est-ce qui empêche au ministre pendant 2 mois de répondre aux observations du contribuable qu'il a saisi? Rien du tout. Si c'est le personnel qui ment, il faut le recruter. En quoi ce silence, cette disposition pose-t-elle concrètement un problème au cas où un contentieux fiscal se pose entre un contribuable et l'administration fiscale? Parce que le silence est sans objet. Il n'y a pas l'objet, il n'y a pas l'objet qui vous permet de saisir le juge. C'est les magistrats qui savent comment qualifier ça. Parce qu'on saisit le juge d'une requête tendant à l'annulation d'une autre requête ou à l'annulation des impôts contenus dans un AMR suite aux observations non fondées de l'État. Mais lorsque le ministre se tait, ça veut dire que logiquement, le ministre n'a pas d'argument. Donc on devrait plutôt dire, si le ministre ne répond pas, c'est qu'il a accepté à acquiescer aux observations du contribuable. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit le silence du ministre vaut rejet. Ça, c'est de l'inertie. Quelles sont les autres dispositions qui sont inquiétantes selon vous? Oui, restons sur l'inertie. En matière de transaction, vous demandez une transaction. La transaction, c'est je vous dois des impôts, il y a eu des vices de procédure et autres vices, je ne voudrais pas aller au contentieux. Maintenant, on peut s'entendre, je vous paye tel montant, c'est prévu par la loi. Mais là, lorsque vous saisissez le ministre, si après 15 jours, il n'a pas donné suite, eh bien, son silence vous rejette. Et le lendemain, vous avez les agents de recouvrement sur votre port. Voilà un autre pôle d'inertie. Et il y en a comme ça beaucoup que j'ai relevé ici. Il y en a beaucoup. Quels sont les risques de cette nouvelle disposition que vous venez de faire mention sur, bien sûr, l'environnement des affaires au Cameroun? Oui, mais c'est que le contribuable n'est plus tranquille. La tranquillité et ce qu'on appelle le climat des affaires est perturbé. Parce que vous dormez chez vous, vous avez fait une requête, vous attendez une réponse, vous n'avez pas la réponse. Parce que la loi a dit que le ministre n'est pas obligé de répondre. Le directeur des impôts n'est pas obligé de répondre. Le directeur des grandes entreprises n'est pas obligé de vous répondre. Le chef de centre régional n'est pas obligé de vous répondre. Et la conséquence, c'est que vous vous retrouvez en train d'être scellé. Je vous prends un exemple. Accordez-moi 1 minute. J'ai un cas sur la main en ce moment, à Douala, ici, où on a où le chef de centre régional a rejeté une réclamation préalable d'un contribuable. Et naturellement, le contribuable a dit « Ok, je vais saisir le ministre des Finances. J'ai droit à 30 jours, selon l'article 119, je crois, du Code général des impôts. » Mais 4 jours après, sa lettre, on est venu sceller. On vient sceller alors qu'il est encore dans les délais
de saisine du ministre des Finances au motif qu'il doit payer les 15% immédiatement où on sait. Or, les 15%, il faut les regrouper pendant 30 jours. C'est la loi qui le dit, en même temps qu'on rédige sa requête. Et non seulement on scelle les bureaux du contribuable, mais on scelle également l'entrée centrale qui mène dans les locaux où il y a à peu près 8 autres entreprises qui exercent, au point où en soirée, les gens veulent sortir, ils ne savent pas par où sortir, ils sont obligés de passer par les fenêtres. Vous voyez, dans ce cas-là, ce sont ces abus qui vont perdurer ici. Alors, je voulais justement, oui. Pierre Alaka, qu'on évoque la question, vous êtes en train de critiquer l'administration fiscale, mais il y a une autre épineuse question qui concerne les opérateurs économiques, c'est celle de l'évasion fiscale. Vous êtes au courant de cette affaire concernant les Paradise Papers où de nombreux contribuables ont été épinglés à travers les paradis fiscaux nichés à la fois en Europe, dans certaines îles, mais aussi aux États-Unis. Est-ce que cette loi de finances 2018, le Cameroun, qui est lui aussi impacté par cette situation, est-ce qu'elle prévoit des dispositifs contraignants pour lutter contre ce fléau qui touche le Cameroun également? Oui, bien sûr. Il y a un effort de légiférer cet aspect, notamment en matière d'évasion fiscale. Il faut rappeler ici que l'évasion fiscale est une mode de refus de payer l'impôt en se servant de la loi, pas le contournement de la loi. Et ceux qui sont habiles dans ce domaine-là, c'est les multinationales. Et c'est parce que c'est les multinationales qui sont situées dans beaucoup d'États, qui ont plus d'une autorité fiscale en face d'elles, et c'est elles qui sont... Parce que les autres font dans la fraude fiscale, dont ils violent la loi. Mais l'évasion fiscale, avec les Panama Papers par exemple, c'est le fait des multinationales ou des personnes qui ont les possibilités d'ouvrir des comptes un peu partout aux îles Caïmans et autres. L'administration fiscale camerounaise, là, je peux la féliciter, fait des efforts pour légiférer dans ces domaines, notamment avec l'article 19, je crois c'est 19, si ce n'est pas 19, c'est 119, l'un des deux. Et il y a, je crois, 19 bis cette année qu'on a ajouté pour l'échange des informations, l'échange de la documentation, la conservation de la documentation. Mais le problème, il n'est pas théorique ici, il est pratique. Pour qu'on arrive à ça, il faut qu'on forme des inspecteurs internationaux, habiles dans le maniement des prix de transfert, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il faut qu'on forme des brigades nationales également qui sont habilitées à contrôler ces multinationales. Et ce n'est qu'à ce prix. Et il faut qu'on enseigne aux étudiants les prix de transfert qui ne sont pas enseignés à l'ENAM, par exemple. C'est sur le terrain que les inspecteurs des impôts découvrent qu'il existe un phénomène d'évasion fiscale fondé sur les prix de transfert. Voilà des choses qu'il faut réparer. Vous ne pouvez pas aller en aval si vous n'avez pas fini avec l'amont. Il y a des choses qu'il faut faire en amont pour que l'aval puisse les réceptionner et les rendre praticables. C'est ça la grande difficulté. Alors, avec cette recette fiscale projetée dans la loi de finances 2018, un projet de loi de finances qui doit être examiné à l'Assemblée nationale, peut-on dire que le Cameroun pourra avoir les moyens de mobiliser ces recettes et de faire face aux différents défis de développement socio-économique? Le Cameroun peut avoir les moyens, mais ce sera un impôt injuste qui va être recouvré au regard de ce qu'il vous dit. Je veux vous ajouter un autre exemple au niveau du climat des affaires. Dans ce projet de loi de finances, il y a l'article L129 qui dit que lorsque le ministre des Finances a rejeté votre requête en matière contentieuse, vous devez saisir le juge administratif. Or, pour saisir le juge administratif, vous devez adresser au ministre des Finances une requête pour le sursis de paiement. Et si 2 mois après, le ministre des Finances n'a pas répondu, alors vous n'avez pas le sursis de paiement, on continue à recouvrer. Vous vous trouvez donc dans une situation où votre requête est devant le juge. Le juge, c'est le juge des libertés, des droits et tout. Voilà le ministre des Finances qui va exercer le pouvoir du juge a priori, alors même qu'il n'a pas légalement, j'appelle ça la criminalité normative, alors qu'il n'a même pas ce droit. La seule personne qui a le droit d'interférer dans le rôle du juge, c'est le président de la République. Et la loi dit que le président de la République ne peut interférer qu'à posteriori, lorsque le juge a rendu la décision.
avec ce projet de loi de finances, on va se retrouver dans une situation où le ministre des Finances est l'alpha et l'oméga. Il va même jusqu'à donner dans ce projet des injonctions aux juges. En substance, l'article L133 dit que si le parquet général n'a pas instruit une requête dans les 2 mois qui suivent, le juge doit se prononcer. Mais c'est complètement ridicule. On quitte de l'état de droit vers l'état de barbarie et même de sauvagerie. Donc, dans ces conditions, il n'y aura plus de contentieux fiscal, le juge ne jouera plus son rôle et par conséquent, les recettes de l'État vont s'amoindrir, contrairement à ce qu'on croit. Parce que lorsque quelqu'un est en face de payer un impôt injuste qu'il conteste et on l'oblige à payer, il est prêt à tout pour ne pas payer, quitte à fermer. Qu'est-ce que vous allez en faire? Merci Pierre Alaka. Je rappelle que vous êtes expert en fiscalité et vous enseignez dans plusieurs universités au Cameroun. Vous avez publié 2 ouvrages aux éditions universitaires européennes, les procédures de contrôle en matière fiscale dans l'espace OHADA et fiscalité africaine, administration et recouvrement de l'impôt au Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de Tendance économique. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition.